Je suis le docteur Sarah Longer et je me trouve aujourd'hui en direct de l'exposition Je suis Solidart avec Nathalie, la commissaire de l'exposition, avec Dominique, infirmière coordinatrice pour le don d'organes, et le député monsieur Olivier Falorni. L'idée, c'est que cette exposition a été mise en place par les coordinatrices pour le don d'organes pour essayer de ramener des fonds pour financer la nouvelle campagne d'affichage 2018 Je suis recyclable. Donc vous aviez fait une campagne d'affichage en 2017, Je suis recyclable, avec quelques notoriétés qui étaient donc affichées dans toute la ville de La Rochelle et Rochefort. Oui. Et puis donc vous avez décidé cette année de remettre ça en place et d'exposer des artistes, des œuvres d'artistes, des peintures, des sculptures pour justement avoir des profits pour cette nouvelle campagne. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est travailler aussi avec les gens de l'hôpital, le personnel, qui sont des amateurs extraordinaires, qui nous ont donné des œuvres qui sont aujourd'hui en exposition, et travailler avec eux et être sur la porte Maubec parce que c'est la porte de l'hôpital. Voilà. Alors à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 mai, vous pouvez venir voir ces œuvres à la porte Maubec. Nathalie est donc le commissaire de l'exposition. Elle a mis en place cette exposition. Elle n'oublie pas de nous dire que tout ça, c'est déductible fiscalement, c'est ça? C'est ça, tout achat peut être défiscalisé. Très bien. Donc n'hésitez pas à venir voir les œuvres parce que tout ça, ça pourra financer la nouvelle campagne d'affichage Je suis recyclable. Si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, c'était sur l'émission précédente. Du coup, cette campagne, elle avait pour but d'interpeller sans choquer. C'est bien ça, Dominique? Oui, tout à fait. C'est parler du don d'organes, en fait. C'est vrai que si on n'interpelle pas, les gens n'en parlent pas. C'est un peu en catimini, c'est parler de la mort. Et donc là, on voulait absolument pas choquer, mais que les gens s'interrogent. Est-ce qu'ils en ont parlé autour d'eux? Parce que c'est au moment du décès les proches sont en difficulté si la personne ne s'était pas positionnée sur le don d'organes. Qu'ils soient pour ou contre nous, ça ne nous regarde pas. Par contre, les proches et nous, les équipes, sommes en difficulté quand la personne ne s'est pas décidée. Voilà, parce qu'actuellement, qu'on rappelle un petit peu la loi, il faut avoir dit de son vivant qu'on veut être inscrit sur une liste de refus si on ne veut pas donner ses organes le jour de son décès. Donc la problématique, c'est qu'effectivement Dominique et les autres infirmières, elles sont 4 infirmières coordinatrices, à voir les familles au moment justement où l'étape est difficile, en réanimation, où il faut se poser des questions. L'idée principale, je dirais, c'est plutôt qu'on fasse son deuil au moment critique et pas qu'on se pose la question de finalement de quoi il avait parlé, est-ce qu'il voulait donner ses organes ou pas, et c'est dans cette difficulté que vous vous retrouvez en général. Tout à fait, c'est le moment du deuil, c'est pas le moment de la décision. Et donc moi j'ai eu un monsieur qui m'a dit clairement qu'il était pour le don pour lui, mais qui ne connaissait pas la position de sa femme et que donc il pouvait pas prendre de décision pour elle. Donc nous ne sommes pas allés au don d'organes. Nous respectons toujours la parole des vivants. Voilà, et puis vous êtes donc toujours bienveillants, elles sont bienveillantes, elles sont là avec le réanimateur pour encadrer la famille, pour l'entourer et puis répondre à toutes les questions. Comment ça se passe à l'étranger, Dominique, dans les autres pays ? Alors il y en a qui sont meilleurs que nous au niveau taux de refus. Les pays, l'Espagne et le Portugal sont les premiers en Europe. Parce que nous, on a combien? 32% de refus cette année. Oui. En 2017, 32% de refus. C'est énorme. En Espagne et au Portugal, ils sont à 14 et 16%. Donc c'est peu, mais ils ont une culture du don qui est peut-être un peu différente de la nôtre. Par contre, ils ont exactement la même loi que nous. Là, c'est-à-dire le consentement présumé, c'est-à-dire une liste du refus et non une liste du oui. En Angleterre et aux États-Unis, ils ont une liste du oui, mais ils sont un peu dans la même difficulté que nous, à savoir ceux qui ne sont pas prononcés oui, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Voilà. C'est que même si eux, donc aux États-Unis et en Angleterre, ont une liste de oui, ça veut dire je suis pour donner mes organes quand je décéderai, même si je suis inscrite sur cette liste de oui, l'équipe de coordination ira toujours voir la famille et finalement on se retrouve dans les mêmes problématiques et dans les mêmes enjeux, oui, ce sont les mêmes difficultés. Oui, complètement. Oui. Et de toute façon, pareil aux États-Unis, ils n'iront pas au don d'organes si la famille dit qu'elle ne sait pas et qu'elle s'oppose. Alors, ce qu'on peut mettre en place éventuellement, puisque finalement on se rend compte que même quand la loi est différente, ça n'améliore pas la situation. Donc peut-être mettre en place des campagnes d'information, comme Je suis recyclable, parce que vous avez observé qu'en 2017, le nombre de refus avait diminué. Alors on est assez humble à La Rochelle. Nous sommes un CH, donc Centre Hospitalier Général. On a des petits chiffres, mais effectivement l'an dernier, on était à 11%. À voir pour pérenniser donc ce taux d'opposition qui est faible. Justement refaire une campagne cette année, voilà, pour pouvoir perdurer dans le petit taux de refus. Voilà, alors le but c'est de refaire une campagne parce que ça avait bien fonctionné, parce qu'on en a parlé. Et donc aujourd'hui, on est toujours en direct avec monsieur le député Olivier Falorni, député de la première circonscription de Charente-Maritime. Bonjour Olivier. Bonjour.
Alors l'idée, c'est de pouvoir un petit peu discuter avec vous de toutes ces problématiques de loi en rapport avec la fin de vie, parce que je sais que vous y êtes très attaché. Vous y êtes attaché, pourquoi finalement? Parce que vous êtes le seul à proposer des lois en rapport avec ce thème. J'y suis attaché parce que j'aime la vie. Ça va peut-être vous paraître paradoxal lorsqu'on parle de la mort. Mais parce que j'aime la vie, parce que je considère que la vie, elle doit être menée du premier au dernier jour dans la dignité, dans le respect de sa propre personne, que j'estime que la situation actuelle n'est pas satisfaisante parce qu'on meurt mal encore en France. Il y a des situations qui, malgré l'engagement, le dévouement, l'abnégation du personnel soignant, il y a des situations qui malheureusement amènent à des situations d'agonie, de souffrance inapaisables et qui finalement aujourd'hui s'inscrivent dans un contexte que je qualifie moi d'hypocrite, et j'assume l'expression dans toute sa lourdeur, d'hypocrisie qui fait qu'on ne veut pas voir la réalité de la situation de nombreuses fins de vie sur notre pays. C'est-à-dire que nous avons à la fois des situations où, faute de services de soins palliatifs en nombre suffisant, eh bien, certaines personnes n'ont pas accès à ces dispositifs alors que la loi prévoit un accès universel aux soins palliatifs. Donc il y a cette problématique d'accès aux soins palliatifs. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle l'aide médicalisée à mourir, euthanasie, suicide assisté, où on voit bien qu'il y a un certain nombre d'euthanasies qui se font dans la clandestinité, dans le secret des familles, et donc de façon opaque. Et moi, je ne peux pas me satisfaire de ça, même si ça répond sans doute en partie à une demande et un acte d'humanité du soignant, du médecin qui accomplit ce geste. Mais on ne sait pas si la volonté du malade a réellement été prise en compte, et ça, c'est fondamental. Et autre hypocrisie, vous avez des personnes, quand elles en ont les moyens physiques ou financiers, tel le cas d'Anne Baer que nous avons bien connu ici en Charente-Maritime, cette écrivaine qui s'est engagée à atteindre de la maladie de Charcot et qui, elle, son choix était de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas endurer des souffrances qui s'annonçaient engendrées par cette maladie, mais qui n'a pas pu partir comme elle l'entendait en France et qui a été obligée de partir en Belgique parce que la législation belge est plus avancée sur ce sujet-là. Donc sortons de l'hypocrisie, et c'est parce que j'aime la vie, parce que je n'aime pas l'hypocrisie, que j'ai envie qu'on puisse avancer sur ce sujet. Alors, en France, on parle de directive anticipée. On peut reparler de ce terme-là, la directive anticipée. Ça consiste, de son vivant, à écrire un document avec éventuellement son médecin traitant, à le dater signer, où justement on peut évoquer ce qu'on souhaiterait comme prise en charge médicale pour sa fin de vie, si jamais on devenait inconscient ou même pas en état de pouvoir prendre une décision. Ces directives anticipées, elles sont intéressantes parce qu'on peut le faire en amont, donc à n'importe quel âge, avant de vieillir. Mais il est vrai que on n'a pas le droit à l'euthanasie en France. On n'a pas le droit à l'euthanasie en France. Vous faites, vous, une proposition de loi, justement, pour pouvoir organiser médicalement sa fin de vie, puisque je le rappelle, vous l'avez évoqué, Anne Baer, c'était donc une écrivaine qui était atteinte de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie neurologique avec des atteintes motrices et qui est malheureusement incurable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement et que on ne peut pas proposer une fin de vie organisée. Donc si on souhaite le faire, il faut effectivement aller en Belgique ou aller dans d'autres pays où la loi a été acceptée, c'est-à-dire au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse. L'intérêt, c'est que ça peut se faire. Alors c'est pas si facile que ça, hein, ça s'organise, on prend contact avec des médecins et ça prend de nombreux mois pour que ça puisse se mettre en place. Et je soulève le terme d'hypocrisie parce que vous le soulevez de temps en temps quand vous parlez d'avortement. À l'époque Simone Veil, c'est vrai que les femmes, quand elles voulaient se faire avorter, c'était soit en clandestinité, soit à l'étranger, enfin d'une autre manière, mais en tout cas pas légalement. Et là, on se retrouve dans un contexte un petit peu similaire, où justement, si on veut pouvoir décider de sa fin de vie, il faut aller à l'étranger. Et je rebondirai aussi sur la procréation médicalement assistée, puisqu'en France également, si vous êtes une femme célibataire, une femme en couple homosexuel, vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels sur la procréation médicalement assistée. Et là aussi, il faut aller à l'étranger. Olivier Falorni, pourquoi est-ce que vous pensez qu'en France, tout ça, ça a du mal à se mettre en place ?
peut-être parce qu'un certain nombre de nos hommes et femmes politiques n'ont pas assez de courage. Il a fallu quand même une femme politique d'un courage inouï, Simone Veil en l'occurrence, pour faire voter une loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Moi qui suis parlementaire et aussi historien, donc j'ai regardé à l'époque les comptes rendus des débats sur l'IVG. Cette femme rescapée d'Auschwitz a quand même été traitée de génocidaire, d'envoyer les embryons au four crématoire. Enfin, vous voyez le contexte. Donc si vous n'avez pas la moelle, si vous n'avez pas un courage inouï, une force intérieure pour porter de tels projets, vous ne le faites pas. Donc visiblement en France, on ne sait pas avancer sur des projets sociétaux dans l'apaisement, dans la sérénité. Tout de suite, ça prend des ampleurs folles. Je vous parle de l'IVG, mais on pourrait aborder d'autres sujets. Donc voilà, c'est une maladie française de ne pas pouvoir réfléchir et avancer dans la sérénité et le débat. Donc à partir de là, eh bien, il faut des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à prendre l'armure et aller, j'allais dire, brandir le drapeau. C'est un problème français, c'est une maladie française, mais quand il y a des responsables politiques qui assument leurs responsabilités, eh bien, on peut avancer. Donc moi, j'ai justement interrogé la nouvelle ministre de la Santé sur ce sujet. Sur votre proposition de loi, sur ma proposition de loi, et en faisant le parallèle avec Simone Veil. Je lui ai dit, Madame la ministre, Madame Buzyn, aurez-vous le courage de Simone Veil? D'autant que moi, j'avais entendu Madame Buzyn, qui avant était médecin, et qui en 2015 s'était prononcée en ce qui concerne la loi belge, à laquelle on fait référence souvent en matière d'aide médicalisée au décès, qui est pour moi une référence. Et puis en plus, on a du recul parce qu'elle a maintenant près de 15 ans d'existence. Donc on peut voir aussi, enfin, faut arrêter, les Français, ils ont tendance à vivre comme si on était seul au monde. Regardons ce qui se fait à l'étranger. Et quand moi j'entends parler de dérives possibles, de folie, enfin d'eugénisme, euthanasie en un mot, enfin deux mots, euthanasie, enfin vous voyez les pires folies et les pires peurs qui sont assénées. Je veux dire, regardez ce qui se passe à côté de chez nous, ce sont nos voisins. En Belgique, ça fait 15 ans que c'est mis en place, il n'y a pas de dérive, c'est contrôlé. Je rappellerai juste que ça c'est juste 2% finalement de la population qui va accéder à cette aide médicale pour la fin de vie. Mais absolument. D'abord, plus personne ne veut revenir dessus. En Belgique, ça n'est plus un débat. Et par ailleurs, ça n'a pas entraîné une prolifération, j'allais dire, d'euthanasie, une dérive en faisant en sorte qu'on allait, comme je l'entends aussi, vouloir tuer tous les vieux dans les EHPAD pour vider les EHPAD et les hôpitaux. Donc tout cela ne se produit pas. J'allais dire, au contraire même, pour un certain nombre de personnes, la possibilité d'avoir le droit de recourir soit à l'euthanasie, soit au suicide assisté, je dis bien le droit, la possibilité offerte, fait qu'un certain nombre de personnes soulagées par cette possibilité à tout moment de pouvoir y avoir recours, eh bien, continuent, vont un peu plus loin dans leur vie, parfois décident de se battre un peu plus. Voilà, c'est respectable. D'ailleurs, ce que je veux vraiment dire, c'est que la loi que je propose de choisir sa fin de vie librement, c'est une loi de liberté. Par définition, la liberté la plus absolue, c'est-à-dire celle qui n'entrave nullement la liberté d'autrui. Ça n'est en aucun cas une obligation. Elle n'impose rien à personne, ni évidemment aux malades, ni aux médecins, puisque là aussi, comme l'IVG, il y a évidemment une clause de conscience qui fait que un médecin n'a pas l'obligation de pratiquer l'aide médicalisée au décès. Il a simplement l'obligation d'amener vers un autre collègue qui accepterait de le faire. Donc c'est vraiment une loi de liberté où chacun peut choisir, où toutes les opinions sont respectables. C'est un sujet suffisamment grave pour ne pas justement stigmatiser les uns ou les autres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester dans une situation comme celle-ci, où nous avons des euthanasies qui se font dans la clandestinité. L'Institut national des études démographiques les évalue c'est pas facile d'évaluer ce qui se fait dans la clandestinité, mais l'INED, qui est sérieuse, évalue entre 2000 et 4000 euthanasies clandestines pratiquées en France chaque année. Et moi, parce qu'on parle de dérives possibles, mais au contraire, la loi, elle est là pour protéger, pour encadrer.
pour rendre transparent. Parmi ces euthanasies qu'on évalue à 2 à 4 000, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est la volonté du malade. Et moi, ce qui compte avant tout, c'est la volonté du malade. Moi, je ne défends pas l'euthanasie pour l'euthanasie. Je ne défends pas le suicide assisté pour le suicide assisté. Je défends la possibilité de chaque personne dans des situations bien déterminées, de maladies graves, incurables, de pouvoir choisir. Donc aujourd'hui, quand on me parle d'euthanasie clandestine, je dis mais est-ce que c'est le choix de la personne? Est-ce que c'est le choix de la famille? Est-ce que c'est le choix du médecin? On ne sait pas. Eh bien, c'est le malade qui doit choisir et lui seul. Je pense que c'est bien que vous le rappeliez. Effectivement, on n'enlève rien aux autres. On propose un choix en plus par cette loi. Donc c'est en ça qu'elle est intéressante. Et aussi sur le fait que les choses sont encadrées. Encore une fois, quand on parle de don d'organes avec l'équipe de coordination et les réanimateurs, tous les services de réanimation en France, on prend le temps de discuter avec les familles. Tout ça, ça prend du temps. Quand on est en gériatrie, on voit régulièrement des fins de vie. On accompagne les gens et on essaye de leur proposer quelque chose qui leur va bien pour que le deuil se passe bien, et c'est ça la priorité. Alors si on doit retenir quelque chose, il me semble que il faut en parler, parlez-en autour de vous, parce que la carte de donneur ne suffit pas pour le don d'organes. Il faut que vous disiez à vos proches si vous voulez donner vos organes, si vous veniez à décéder, que ça soit jeune ou même plus âgé, on ne sait jamais quand ça arrive. Parlez-en autour de vous, discutez de la fin de vie, ça ne doit pas rester un sujet tabou. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci.